Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 8 juin 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Valérie Gagnon, directrice générale de Ago, on lit. C'est Alexandrine Foulon, PDG des éditions Urtubise HMH, qui assure la tribune littéraire de grandes personnes à propos de 2 titres qui ont marqué la maison d'édition. Et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois l'autrice jeunesse Valérie Fontaine et on discute avec Mathilde Routy qui nous présente sa chronique à propos de l'ouvrage de Michel Desmurget, Faites-les lire. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Je m'appelle Hubert, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que ça m'apprend des trucs. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir l'autrice jeunesse Valérie Fontaine. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Bienvenue à Imagemo à voix haute pour une entrevue cette fois parce que vous avez déjà participé à l'émission en octobre dernier quand vous avez assuré la tribune littéraire de grandes personnes. C'est un grand plaisir de vous recevoir en entrevue. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ah oui, ben c'est vraiment un plaisir. On va prendre le temps de vous présenter aux auditeurs, aux auditrices. Valérie, vous êtes née à Hull en 1980. Vous écrivez depuis que vous êtes toute petite. Vous êtes d'abord orientée vers l'enseignement. Vous avez obtenu un bac en préscolaire et primaire de l'Université de Sherbrooke. Votre carrière d'enseignante débute en 2004, mais vous avez arrêté d'enseigner en 2017 pour vous consacrer à l'écriture après un passage dans l'édition chez Fonfon avec vos 2 sœurs de 2008 à 2012. Qu'est-ce qui vous a fait choisir d'écrire à temps plein? Ben d'abord, l'élan. C'est vraiment l'élan de la passion. C'est comme manger puis dormir. Hein? C'est comme répondre à nos besoins de base. Fondamental. Oui, exactement. Donc, j'ai essayé pendant quelques années de concilier le travail d'auteur, le travail d'enseignante aussi, et mes 3 enfants. Et il est arrivé un moment où j'ai dû justement choisir. L'enseignement, c'était une autre de mes passions. Toutefois, c'était un milieu moins flexible pour une maman de 3 enfants. Ouais. Donc, c'était une bonne façon aussi de concilier mon rôle de mère pendant que mes enfants étaient petits, de bâtir ma carrière d'auteur. Mm-hmm. Donc, c'était un choix bien réfléchi, mais surtout mené par le cœur. Bien, d'accord. Et vous, Valérie, quel genre de lectrice vous étiez, enfant puis adolescente? J'étais une très grande lectrice alimentée par ma mère qui travaillait dans les bibliothèques municipales. Mm-hmm. Donc, ma mère est bibliotechnicienne et j'ai passé mon enfance à voir des boîtes de livres neufs arriver à la maison parce que ma mère les préparait. Elle était bénévole à une certaine époque, donc elle les préparait la fin de semaine. Et là, la boîte arrivait et j'avais la fin de semaine pour lire tout ce que je pouvais parce que je savais que la boîte allait nous quitter le lundi matin. Oui. Donc, j'ai lu de façon compulsive toutes les nouveautés de la bibliothèque de notre village pendant des années. Mm-hmm. Donc, je suis chanceuse. Oui. Toute la courte échelle y est passée. C'était l'époque où il y en avait beaucoup, puis où c'était très présent en littérature jeunesse. Donc, j'ai jamais manqué de livres. Non, hein, c'est ça. Ben, c'est bien, vraiment. Quelle joie. Vous écrivez votre premier album Toujours près de toi, illustré par Ninon Pelletier, publié en 2010 chez Fonfon, dans des circonstances très, très particulières. Il y a un lien direct entre votre papa, André Fontaine, et votre premier fils, Vincent, dans ce premier livre, tout comme dans Entre ici et là-bas, qui est aussi illustré par Ninon Pelletier et aussi publié chez Fonfon en 2020, celui-là. Vous en parlez sur votre site web, qui est fort bien fait d'ailleurs. Et ça, c'est ce qui me permet de vous poser la question, c'était quoi ces circonstances particulières?
En fait, en 2007, j'ai accouché de mon premier garçon, Vincent, justement. Et malheureusement, le lendemain, mon père a fait un infarctus à 52 ans Oh. et il en est décédé. Donc, c'est assez brutal comme événement. Moi, j'étais très proche de mon père. Vincent, c'était le premier petit-fils de la famille. J'ai 2 sœurs plus jeunes. Et je me suis retrouvée en congé de maternité, en deuil, avec cette absence-là, et surtout la tristesse de ne jamais assister à la rencontre entre mon garçon puis mon père. Ouais. Et comme à ce moment-là, j'étais enseignante passionnée de littérature jeunesse, je me suis tournée vers les livres. Je me demandais comment j'allais expliquer à Vincent cette absence-là. Et j'ai rien trouvé en littérature jeunesse qui nourrissait ce que je voulais lui dire. Donc, puis j'étais aussi habitée par le fait que j'avais peur d'oublier ce que je voulais raconter à Vincent à propos de mon père. C'était la première fois que je vivais un deuil aussi important. Donc, j'ai écrit une lettre à Vincent pour lui raconter les souvenirs de mon père. Et parallèlement à ça, mon père avait une maison d'édition. Lui, il était enseignant en technique policière au Cégep de Sherbrooke, puis il avait parti sa maison d'édition de livres didactiques, en fait. Donc, mes sœurs et moi, on avait cette maison d'édition-là et on a décidé de se faire un cadeau, en fait, de publier la lettre que j'avais écrite à Vincent en littérature jeunesse pour nos enfants, puis les futurs enfants de la famille, en fait, parce que Vincent était le premier. Et c'est ça qui a amené la naissance de Fonfon, en fait. Ah oui. C'était vraiment pour publier. On a décidé finalement de publier ce texte-là, puis c'est devenu plus grand que nous, en fait. Et c'est ce qui a fait aussi que 10 ans plus tard, on a eu envie de revisiter le thème du deuil à travers les yeux de Vincent qui a grandi pour souligner les 10 ans de la maison d'édition, puis recollaborer avec Ninon Pelletier aussi. C'est de fort belles histoires. Votre carrière d'autrice jeunesse est prolifique, Valérie. Vous avez publié déjà une 50aine de livres, des séries pour les plus petits, des albums illustrés, des romans pour les 6-10 ans, pour les 10-14 ans, un autre pour les 14 ans et plus, et des documentaires. D'ailleurs, les auditeurs vont pouvoir trouver votre bibliographie complète sur notre site. Est-ce que vous chérissez un groupe de lecteurs ou un genre littéraire plus qu'un autre? C'est sûr que la littérature jeunesse m'appelle et va toujours m'appeler. Je vois consciemment que mon public grandit quand même. J'ai publié l'année dernière un 14 ans et plus. Peut-être que ça grandit avec mes enfants. Moi, c'est surtout des choses que j'ai à dire. J'aime beaucoup travailler avec les illustrateurs, les illustratrices aussi. Alors, je pense que je vais toujours faire des albums justement pour me faire ces cadeaux-là de travailler avec eux. Il y a pas vraiment un public que j'aime plus que l'autre. C'est vraiment quelque chose que j'ai à dire puis à qui ça s'adresse, dans le fond. Mais jeunesse, toujours en jeunesse, en fait. Ah oui. Ouais, hein? Ah oui, c'est le meilleur public. Ah, puis on est bien content de ça. Vous écrivez sur des sujets sérieux et profonds. On a déjà mentionné les 2 albums où vous abordez le thème du deuil. Je pense aussi à Le Grand Méchant Loup dans ma maison, qui est illustré par Nathalie Dion. Ça, c'est au 400 coups, en 2020. Et là, vous abordez le thème de la violence familiale avec beaucoup de délicatesse. Mais je pense aussi à Cheveux recherchés, illustré par Lydia Fontaine. Fontaine-Perron, paru en 2015 chez Édito et chez Bambou. Et là, vous abordez le thème de la maladie, du cancer d'une petite fille qui a perdu ses cheveux, avec quand même une touche d'humour. Pourquoi, mais surtout, comment faites-vous pour écrire sur ces sujets-là qui sont difficiles? Ça part toujours du cœur. C'est sûr qu'on peut pas faire autrement quand on veut aborder des sujets comme ça. En ce qui concerne Le Grand Méchant Loup dans ma maison, c'est au moment où j'étais en train de faire mon DESS en littérature jeunesse. On devait faire un travail qui explorait un thème en littérature jeunesse, puis faire une genre de recension de ce qui était publié sur ce thème-là. Et moi, j'avais remarqué en tant qu'enseignante qu'il n'y avait pas grand-chose sur la violence familiale. Tout à fait. Donc, j'ai fait mon travail là-dessus. J'ai pas trouvé grand-chose, effectivement. Non. C'est ce sujet-là a commencé à m'habiter. Puis, parallèlement à ça, il y a une de mes sœurs qui travaillait en maison d'hébergement. Donc, on parlait souvent de violence familiale, des impacts sur les enfants.
Puis, pour ce livre-là, je peux contribuer au mythe de l'illumination soudaine de l'auteur. Ça arrive pas souvent. Moi, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. C'est un texte qui m'est vraiment tombé dessus. Ouais. Et que c'est écrit d'un trait. Alors, je suis vraiment chanceuse que ça me soit arrivé, surtout sur ce thème-là qui était vraiment difficile à aborder. Ouais. Puis, pour Cheveux recherchés, c'était inspiré par mon autre sœur, Véronique, que vous connaissez sûrement, qui est Oui, éditrice qui et est chez propriétaire Fonfon. des éditions Fonfon. Véro, quand elle était petite, elle rêvait d'avoir les cheveux longs. On faudrait demander à ma mère pourquoi elle ne pouvait pas les avoir. Et elle s'est promenée pendant longtemps avec une serviette sur la tête. Puis c'était vraiment drôle. Donc, j'ai eu envie d'écrire une histoire là-dessus, mais de la lier au thème du cancer. Parce Ouais. que c'est impressionnant quand les gens perdent leurs cheveux. Oui, surtout Surtout les enfants. Ben oui. Oui. Puis je trouvais que les livres qui s'adressent aux enfants qui parlent de maladies, souvent étaient très sérieux ou lourds ou profonds. Puis je me disais, ils ont le droit de rire aussi, Ouais. ces enfants-là, s'il vous plaît. Alors, j'ai trouvé cette façon-là de montrer une petite fille qui veut avoir des cheveux, dans le fond, puis qui essaie de toujours de façon drôle parce qu'elle a le cancer. Oui. Mais Donc- l'humour, c'est présent dans plusieurs de vos livres, la poésie aussi d'ailleurs. Pourquoi c'est des éléments essentiels pour vous? Parce que c'est important de rire. Je trouve que notre société, on est très sérieux. Il y a moins de place à la joie. L'imagination des enfants est souvent éteinte de toutes sortes de façons. C'est important d'aborder des sujets sérieux, puis je trouve que les livres, c'est une excellente porte d'entrée pour le faire, mais il ne faut pas s'éloigner du rire simple. Donc, je trouve que la littérature jeunesse, c'est vraiment intéressant Ça pour permet ça. Il y a ça. tellement de place à l'imagination, à l'exagération. Puis c'est probablement ma façon d'écrire aussi. Puis en ce qui concerne la poésie, je trouve ça intéressant que vous me dites ça. Je pense que c'est plus un attrait pour la musicalité des textes Ouais. en littérature jeunesse. Donc, probablement que ça devient de la poésie sans que je Ça le s'entend. fasse. Oui, ben, C'est c'est ça, ça, ça c'est s'entend. important. Je lis beaucoup mes textes à voix haute. Je Ouais. trouve ça important. Ben, vous savez aussi que je lis souvent des histoires Ben oui. à voix haute à Ben l'heure oui. du conte. Donc, c'est vraiment important pour moi que ça sonne bien aussi. Tout à fait. Je voudrais que vous nous racontiez l'aventure qui est derrière les 3 tomes de la série des 3 calendriers de l'Avent que vous avez écrit avec Mika aux illustrations. C'est publié chez Scholastique. Comment c'est né ce projet-là? C'est né un mois de novembre où je venais de terminer le manuscrit d'un roman jeunesse de Noël. Et là, j'étais très triste de savoir qu'il n'allait pas sortir en décembre, Ben parce oui. que c'est plus long que ça faire un livre. Oui. J'avais pas d'éditeur non plus. Puis, parallèlement à ça, j'avais entendu l'entrevue de Patty Van Roost, qu'on appelle la La fille de fille, Mylène. oui, tout Oui. à fait. Qui racontait qu'elle avait fait un calendrier de l'Avent dans son quartier, qu'un résident avait écrit une histoire, puis que les gens étaient invités à aller lire les textes sur différentes portes du quartier pendant le mois de décembre, comme un calendrier de l'Avent grandeur nature. Alors, moi, je suis très impliquée dans mon quartier de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'avais bâti un groupe Facebook, des potagers de quartier. Puis là, je me suis dit, hey, je vais faire ça avec mon histoire, je vais la séparer en 24 petits bouts. Je vais la distribuer à mes voisins, puis on va se réunir comme ça tous les soirs de décembre jusqu'à Noël pour aller lire l'histoire. Puis c'est un prétexte pour se rassembler, dans le fond. Puis Mika, ben, c'est mon amie, donc je lui ai parlé de ça. Je lui ai demandé de me faire juste un petit visuel pour annoncer mon histoire. Et comme elle est très généreuse et enthousiaste dans la vie, elle a décidé de faire D'illustrer le graphisme ça, et ouais. d'illustrer chacune des pages. Ce qui faisait que j'avais des beaux fichiers PDF à transmettre à mes voisins. Ben oui. Puis finalement, après quelques années, on a fait ça pendant 3 ans. Grand succès. Puis finalement, ce projet-là a été distribué dans toute la francophonie parce que j'ai offert aux gens de leur donner mon histoire. S'ils me démontraient qu'ils allaient l'utiliser de façon à rassembler des gens. Oui, c'est Donc, ça le but.
Oui, donc une aile pédiatrique dans un hôpital en Europe. Le nouveau centre-ville de Lac-Mégantic l'avait utilisé. J'ai reçu des centaines de demandes. Donc cette histoire-là, elle a vraiment créé quelque chose de beau. De rassembleur. Et de rassembleur. Oui, moi, c'est les communautés. Je trouve ça super important. Puis je trouve qu'on a besoin de prétextes comme ça. Puis ces livres-là, ces textes-là ont été publiés chez Scholastic aussi, finalement. Donc, c'est un beau projet qui vit longtemps. Ben oui. Alors, parlons de l'un, on va aller ailleurs. On va aller parler d'un de vos documentaires, des documentaires que vous avez écrits chez Bayard. Celui-là, c'est Aurélien Galvan qui enseigne les illustrations. Ça s'appelle Le monde du livre de A à Z. C'est un bijou. C'est rempli d'informations pour qui veut connaître comment se fabrique un livre. Vous y expliquez tous les rouages du milieu du livre, toutes les étapes, tous les corps de métier qui participent à l'élaboration du livre. Moi, j'ai appris des choses, vraiment. Ça vous est venu, c'est venu d'où cette idée d'abécédaire? D'abord, merci pour les bons mots. Céline Comtois, qui est mon éditrice chez Bayard, est aussi une amie. Puis, je sais pas, c'est au détour d'une conversation. Un jour, j'ai commencé à parler que ce serait chouette d'avoir un livre comme ça. Puis souvent, les enfants dans les écoles me demandaient si j'avais déjà écrit des documentaires. Puis je disais que je n'étais pas spécialiste en rien. Donc, ça n'avait pas été le cas. Et là, je me suis rendu compte que j'étais spécialiste du livre. En livre. Oui. Donc, on s'est installés toutes les deux, puis on a réfléchi à ce projet-là. Puis finalement, c'est devenu 116 mots desquels je donne les définitions. Les illustrations d'Aurélien sont magnifiques. Puis moi aussi, j'ai appris plein de choses en faisant ce projet-là. Alors ça, c'est un projet bonbon. Ah oui. Moi, vous en avez parlé tout à l'heure, le rendez-vous que vous proposez aux parents, aux familles depuis 2016, tous les mardis à 19h sur votre page Facebook d'autrice, l'heure du conte en direct. Je sais bien que ça vous apporte plein de choses parce que quand même, on sait ce que raconter des histoires nous apporte, mais je voudrais qu'on mette l'accent surtout sur l'enseignante et l'écrivaine qui sont présentes et réunies dans le nouveau volet que vous offrez sur votre site, l'Académie Valérie. Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? L'Académie Valérie, en fait, c'est que j'ai décidé de remettre en valeur mon chapeau d'enseignante. Je trouvais qu'il avait été un petit peu délaissé dans les dernières années, que je mettais beaucoup l'accent sur mon chapeau d'auteur. Puis ces deux-là, ils vont très bien ensemble. C'était mon désir de donner le goût d'écrire, puis de lire à plus grande échelle, en offrant des rencontres virtuelles aux écoles, en offrant des ateliers d'écriture aussi aux élèves en école à la maison, aux élèves en vacances. Donc là, pour l'instant, ça s'adresse surtout aux enfants, mais j'ai un club d'écriture qui se tient pendant l'été pour les adultes qui aimeraient écrire des livres jeunesse. Donc, il y a une conférence, des outils, puis surtout du temps pour écrire. Donc, c'est au tout début d'une grande histoire, je pense. C'est magnifique, en tout cas. C'est un beau projet. Oui. Valérie, c'est la tradition à Images et mots. Avant de se quitter, on demande aux invités de nous proposer un coup de cœur littéraire jeunesse. Qu'est-ce que c'est, votre suggestion? J'ai pas le choix de parler du nouveau livre chez Fonfon qui s'appelle Prends un numéro de Tania Paladis. Le nom de l'illustratrice m'échappe. Audrey Malo. Merci beaucoup. Alors, illustré magnifiquement par Audrey Malo. C'est un bijou. Tout le monde a déjà vécu ça, le fait d'attendre et pas savoir quand est-ce que notre tour va arriver. Et là, c'est d'une absurdité, c'est drôle, c'est un bijou. C'est un bijou. Merci Valérie Fontaine pour cette rencontre. Merci pour l'humour, la rigueur, la quantité impressionnante de vos parutions, pour ce lien que vous savez créer, entretenir avec vos lecteurs, vos lectrices, et pour la mission que vous vous êtes donnée de réveiller l'amour des mots chez tous ceux qui souhaitent explorer le plaisir de lire et d'écrire. Au plaisir de vous lire encore, Valérie Fontaine. Un énorme merci. Merci, au revoir. Au revoir. Je m'appelle Elodie, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça m'amuse. La chronique de Mathilde. Bonjour Mathilde, très très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette dernière chronique de la saison. Déjà, hein? Vous nous proposez toujours des sujets qui nous font réfléchir, toujours en lien avec la lecture. Cette fois-ci, de quoi sera-t-il question?
En fait, je voulais revenir sur l'essai du neuroscientifique français Michel Desmurget, Faites les lire pour en finir avec le crétin digital, qui avait été paru en 2023 au Seuil. En fait, peut-être juste pour redonner un petit peu le contexte, cet ouvrage, il est sorti en fait en réponse à un précédent livre qu'il avait écrit, un essai, La fabrique du crétin digital, toujours un peu provocateur ces titres, Oui. Les dangers des écrans pour nos enfants. Et en fait, quand M. Desmurger avait commencé à faire la promotion de cet essai, les gens étaient comme, bon, d'accord, on est tous d'accord, les écrans c'est mal, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y avait vraiment cette attente d'avoir une solution, ou du moins les pistes de solution. Alors, il s'est retourné, il a épluché toute la littérature jeunesse à voir quelle était la solution, quelle était la chose qu'on pouvait prétendre qui avait le plus d'impact positif sur le développement des enfants. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? La lecture. Ah oui, mais on sait déjà que les enfants qui lisent régulièrement développent un vocabulaire plus riche et une meilleure capacité de concentration. Puis ça a un impact dans le futur sur leur réussite scolaire. En effet, oui. Mais là, il a vraiment vu, en fait, à travers des études tant françaises qu'internationales, que l'effet bénéfique de la lecture était beaucoup plus grand que d'autres activités comme, par exemple, pratiquer le sport, faire de la musique ou de l'art, que le bénéfice de lire était vraiment énorme et multifactoriel sur le développement du cerveau. Et en plus, il précise que c'est pas seulement n'importe quel type de lecture, c'est la lecture d'ouvrages de fiction qui ont un impact supérieur, et il précise la lecture de romans. Ah, et puis pourquoi les romans? Pour reprendre ces mots, il dit la lecture est le seul média qui nous permet d'entrer dans la tête des gens. Donc, lire un livre, c'est vraiment entrer dans la psyché d'un personnage, comprendre ses motivations, son émotion, ses dilemmes. C'est vraiment un exercice d'empathie puissant qui active les mêmes réseaux neuronaux que ceux qui sont sollicités dans une expérience réelle. Alors, c'est fascinant, ça. Alors, c'est bien pour mieux comprendre les autres, mais aussi pour mieux se comprendre soi-même. Et cette capacité d'empathie, c'est pas automatique, là. Ça vient pas par miracle. Non, absolument. Puis d'ailleurs, on note un grand effondrement des capacités d'empathie un petit peu partout. Oui, puis ça, c'est des constats qui devraient nous faire réfléchir, vraiment. Ouais, et Michel Desmurger explique aussi que la capacité de l'être humain à lire dépend en fait du nombre de volumes de lecture, ou en d'autres mots, du nombre de livres lus. Il établit pour lui une grosse distinction entre décoder et lire. Lire, ce n'est pas décoder, c'est comprendre. Ben oui. C'est quand on ne comprend pas. Et évidemment, quand on ne comprend pas, il n'y a pas de plaisir. Et donc, il parle vraiment de si on veut vraiment faire naître de réels lecteurs, dans le cadre scolaire, la quantité d'œuvres lues n'est pas suffisante. Il faut vraiment dépasser le nombre de livres lus à l'école. Donc, continuer à lire à la maison pour pouvoir avoir de véritables lecteurs. Donc, ça met évidemment un rôle fondamental sur la famille, un gros poids sur les parents. Mais pour lui, c'est vraiment clair. Il faut vraiment dépasser le nombre de livres lus à l'école pour pouvoir atteindre cette capacité suffisante. Et ça, même quand les enfants savent lire seuls. Oui, exactement. Il met vraiment beaucoup d'emphase sur même quand l'enfant lit seul, il repart encore, comme on a déjà parlé dans les précédentes chroniques, de l'importance de la lecture partagée, sur en fait tout l'enrichissement du vocabulaire, renforcer les liens affectifs, stimuler la pensée complexe. Ça a vraiment des gros impacts. Et donc, ça repose, vous l'avez dit, beaucoup sur les parents. Oui. Ouais. Et c'est un petit peu la plus grosse critique qui ressort un petit peu de cet ouvrage, parce que évidemment, comme société, on veut pas mettre tout seulement le poids sur les parents, et puis on veut aussi offrir une meilleure égalité des chances ou équilibre. Alors, c'est évidemment que si ça retombe tout sur les parents, ben c'est que du milieu familial ou du niveau d'éducation des parents. Donc
le gros enjeu de cet ouvrage. Oui, puis tout le monde n'est pas égal dans ce monde-là. Mais Mathilde, ce grand questionnement au sujet du temps d'écran se retrouve aussi dans l'essai du psychologue américain Jonathan Haidt, qui est nouvellement traduit en français aux éditions 2. Ça s'appelle « Génération anxieuse ». Haidt, lui aussi, sonne l'alarme sur les effets des écrans, notamment sur la santé mentale des adolescents. Il parle d'une génération ultra connectée, mais aussi ultra fragilisée. Et c'est le docteur Jean-François Chicoine qui signe la préface de cette édition québécoise. Ça fait longtemps qu'il en parle, d'ailleurs, au Québec. Ces constats, comme ceux de Haidt, sont troublants. Ah oui, puis franchement, je conseille cet ouvrage à tous les parents parce que Haidt vraiment dit qu'il faut changer notre manière d'éduquer. Il parle de 3 gros enjeux. La surprotection parentale, qui est née en fait dans les années 1980, Oui. Et que les parents en fait il y avait eu des peurs, des kidnappings, et donc l'idée des parents, c'est de garder les enfants à la maison pour les protéger. Ouais. Mais la réalité de nos jours, c'est qu'en ligne, il y a en fait beaucoup plus d'enjeux et de risques que dans la vraie vie. Et en fait, il mentionne cette surprotection parentale dans le monde réel, mais il mentionne aussi une sous-protection des enfants dans le monde virtuel. Exactement. Je vous laisse poursuivre, Mathilde, avec les 2 autres enjeux constatés par Haidt. L'autre enjeu, donc, c'est la diminution des interactions personnelles. C'est qu'à force de garder les enfants plus dans un contexte numérique avec la COVID, donc tout ce qui s'est passé, c'est que les enfants n'arrivent plus à entrer en relation de façon directe. C'est que des relations qui se font à travers le téléphone intelligent, les réseaux sociaux. Et donc, il manque cette capacité sociale d'entrer en relation, ce qui est un très, très gros enjeu. Ouais. Et après, c'est la compassion sociale et l'isolement qui affectent grandement les adolescents. Et puis, il parle beaucoup que les réseaux sociaux, c'est très, très néfaste, surtout pour les filles et leur estime d'elles-mêmes. Oui, et contrairement à ce que suscite la lecture, je reprends les mots de Desmurget, cet exercice d'empathie puissant qui active les mêmes réseaux neuronaux que ceux sollicités lors d'expériences réelles. Alors, lisons, Mathilde, et faisons en sorte que les petits et les jeunes aiment lire. Je vous remercie, Mathilde. Je vous souhaite un bel été, du temps avec la famille, avec les enfants, les amis. Au plaisir de vous retrouver l'an prochain au Salon du Livre de Montréal ou ailleurs pour parler de lecture et de livres. Merci. Merci beaucoup, Marie. Merci, au revoir. Je m'appelle Luc, j'ai 7 ans. J'aime la poésie parce que je peux en écrire et j'aime ça. Ça me permet d'apprendre à écrire joliment. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 11 ans et j'aime les livres qui parlent de la magie parce que même si la magie n'est pas dans le monde, je sens que la magie est dans les airs. Je m'appelle Caleb, j'ai 11 ans. J'aime les livres qui parlent d'aventure parce que j'ai l'impression que je vis l'aventure avec le personnage. Restez avec nous. Après cette courte pause, je reçois 2 directrices générales. Valérie Gagnon, DG de l'organisme Ago Only, et Alexandrine Foulon, PDG de Urtubise HMH, qui assure la tribune littéraire de grandes personnes à propos de 2 titres qui ont marqué sa maison d'édition. Et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et aussi des jeunes qui la lisent. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Valérie Gagnon, directrice générale et ambassadrice de l'organisme Ago Only. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Valérie, ça s'adresse à qui, Ago Only? Ça existe depuis quand? Et c'est quoi votre mission? Oui. Ago Only, en fait, c'est un mouvement québécois qui s'adresse principalement aux jeunes de 12-20 ans. Peu importe leur niveau de lecture, leur milieu ou leurs habitudes. Nous, on est nés en 2017, en fait, des Laurentides, de l'initiative des acteurs de persévérance scolaire.
Mais au départ, c'était vraiment un projet qui était régional, en fait, qui est devenu en quelques années vraiment un mouvement qui était collectif, puis je dirais même maintenant d'envergure provinciale. On est parti d'un constat qui est très simple, mais très préoccupant. En fait, il faut savoir qu'un jeune sur 4 au Québec ne lit pas de livre pendant toute une année. Donc, oui. Donc, la lecture, faut dire que c'est beaucoup plus qu'un loisir. C'est un outil de réussite, un moteur de confiance, un levier d'autonomie. Quand un jeune lit pas beaucoup ou très peu, en fait, ça peut avoir des répercussions sur sa réussite scolaire, mais aussi sur sa santé mentale, puis même éventuellement, si on va plus loin, son employabilité et même sa capacité à s'engager dans la société. Ouais. Puis, à Go, on lit, c'est pas seulement une campagne jeunesse, c'est une réponse concrète à un enjeu de société, c'est la littératie. Donc, notre force, c'est de l'aborder d'une façon qui est beaucoup plus moderne, qui est engageante et surtout positive. Donc, nous, on veut pas forcer à lire, mais on veut donner le goût de lire. Donc, aujourd'hui, on est présent dans 12 régions du Québec. On vise une implantation, un déploiement partout au Québec d'ici 2026. Notre mission, moderniser l'accès à la lecture, la rendre surtout et réellement significative pour les jeunes. Donc, on parle de, comme j'ai mentionné, la lecture plaisir, la lecture de choix et la lecture d'identité. J'aime ça. Vous proposez un quiz aux jeunes sur le site qui leur permet de découvrir à quel type de lecteur ou de lectrice ils appartiennent. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces différents profils de lecteurs que vous leur proposez? Nous, on a compris une chose, en fait, pour rejoindre les jeunes, il faut commencer là où ils sont puis parler leur langage. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre quiz interactif? C'est ludique, c'est rapide, c'est accrocheur, mais c'est surtout un véritable outil d'identification. Ouais. Donc, en quelques clics, une vingtaine de questions, les jeunes, ils découvrent leur profil de lecteur parmi 5 profils qui sont bien définis. Donc, on appelle ça nos pastilles. Et c'est loin d'être une simple étiquette, c'est vraiment une porte d'entrée pour amener le plaisir de lire avec l'intérêt des jeunes. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir nos 5 pastilles. La première pastille, le beau romantico pour les passionnés d'émotions, les drames amoureux, les mains moites pour ceux qui aiment lire avec le cœur qui bat un peu trop fort, les surnaturels, les esprits rêveurs qui adorent l'imaginaire ou l'étrange. Les échevelés, ce sont des lecteurs qui sont plus intenses, qui veulent du vrai, du brut. Et les fouineurs, en fait, évidemment, qui sont nos détectives en herbe. Ouais. Donc, le quiz, il valorise vraiment les jeunes dans leur rapport à la lecture, peu importe le style. Puis, on sous-estime souvent le pouvoir que peut avoir un quiz bien pensé. Puis, pour nous, on souhaite que notre quiz donne aux jeunes une première expérience de lecture qui va être positive. Donc, c'est pas seulement amusant, on veut que ça soit un élément déclencheur. Ouais. Donc, depuis notre lancement, là, c'est quand même intéressant. C'est plus de 300 000 jeunes qui ont fait le quiz. Puis parmi ces résultats, c'est 85 % qui disent se reconnaître à travers leur profil de lecture. C'est bon. C'est très bien. Puis, il faut faire attention, c'est pas un gadget, là. Donc, derrière le quiz, il y a vraiment un travail sérieux, des recommandations avec vraiment des partenaires du milieu, des jeunes eux-mêmes aussi. Donc, c'est vraiment un contenu qui est crédible puis qui est surtout ancré dans la réalité des jeunes. Et donc, évidemment, à partir du fait qu'on appartient à un profil plus qu'un autre, vous leur faites des suggestions de livres. Comment ça fonctionne? Exact. Donc, chaque profil mène à une sélection de lectures de livres qui sont personnalisés. Chaque liste, elle est diversifiée, actuelle, surtout inclusive. Puis, aussi important, c'est qu'on veut avoir une belle variété puis une belle place aux auteurs québécois. Donc, on trouve des romans, bien sûr, mais aussi des bandes dessinées, des mangas, des formats numériques, puis aussi de l'audio. Parce que lire, c'est pas juste tourner des pages, c'est aussi écouter, regarder, mais surtout s'immerger différemment. On met sur une variété pour briser les barrières, mais surtout pour rendre la lecture plus agréable et plus accessible. Donc, on recommande jamais un livre pour cocher une case. Donc, on veut vraiment des suggestions qui sont choisies pour qu'elles puissent toucher, puis faire réfléchir nos jeunes, puis surtout les raccrocher un jeune à la lecture. Donc, on veut que chaque jeune trouve son point d'ancrage, peu importe ses habitudes ou son niveau. Ah, ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. En fait, chez les petits, on dit une chaussure à sa pointure. Puis là, vous nommez ça comme un point d'ancrage. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Je vous ai nommé tout à l'heure comme directrice générale, mais aussi comme ambassadrice. Depuis le début, vous avez des ambassadeurs, des ambassadrices. Je vous laisse nous présenter vos ambassadeurs et vos ambassadrices. Oui, certainement. Il faut savoir qu'à chaque année, on essaie d'avoir des ambassadeurs diversifiés,
profiter du moment aussi pour qu'ils attachent l'intérêt aussi des jeunes. Donc, je peux pas vous amener tout de suite nos ambassadeurs de la prochaine campagne, mais je peux vous parler de celle de la campagne précédente. Donc, nos ambassadeurs, c'est pas juste des visages qu'on voit sur une affiche, c'est vraiment des gens qu'on voit, qu'on respecte, que surtout des personnalités que les jeunes vont se reconnaître. À qui ils peuvent s'identifier, c'est ça. Exact. Donc, prenez par exemple Kevin Raphaël, lui, il est avec nous depuis 2019. Il incarne surtout la générosité, l'humour, une énergie qui est débordante, mais surtout ce qui frappe, c'est sa façon de parler de la lecture. C'est vrai, c'est simple, c'est surtout sans prétention. Puis, à ses côtés, il y a Kim Glavel, la championne de boxe, infirmière de formation, une femme inspirante qui est forte, qui est sensible. On a aussi Doua Kacha, humoriste et ex-enseignante aussi, qui arrive à faire réfléchir tout en faisant rire nos jeunes. Et Jo Cormier. Jo Cormier incarne la merveille, l'imaginaire, la créativité. Puis ce qui est important aussi, c'est nos ambassadeurs sont pas juste là pour prêter leur image, sont vraiment impliqués dans le processus. Donc, ils vont participer à nos balados, ils échangent avec les jeunes, ils partagent leur propre rapport aussi à la lecture. Puis, c'est là un petit peu qu'on voit aussi que la magie opère avec Agole et nos jeunes aussi, parce que quand les jeunes entendent souvent Kevin dire « Hey, c'est cool », bien, des fois, ça change la perception de nos jeunes à travers la lecture. Oui, tout à fait. Oui, et puis, ils sont accessibles, hein? C'est ça qui est intéressant aussi. On ne sait jamais, c'est ce que vous me disiez, peut-être que le prochain ambassadeur de Ago on lit ou Agole, peut-être que c'est un des jeunes qui vous écoute aujourd'hui. Ah, c'est bon ça. Sur votre site, on peut aussi trouver des balados, des vidéos. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En fait, pour parler aux jeunes d'aujourd'hui, il faut être là où est-ce qu'ils sont également, mais surtout, ça passe par le numérique. Donc, nos capsules, nos stories, nos vidéos TikTok et Instagram ont généré plus que 4 millions de vues. Donc, quand même! C'est vraiment énorme, hein? Oui. Puis, c'est pas un hasard parce qu'on fait pas seulement publier du contenu, on va le co-construire aussi avec nos jeunes à partir de leur réalité. Donc, c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur le contenu numérique, mais c'est pas n'importe lequel, c'est vraiment du contenu qu'on pense pour eux puis qu'on veut porter par leur réalité. Comme on a dit là, tout à l'heure, c'est vraiment, là, depuis nos débuts, c'est 4 millions de vues qu'on a vues avec nos capsules, les publications, les vidéos sur les réseaux sociaux. On est principalement sur Instagram, TikTok et YouTube. Puis, pour une initiative littéraire, c'est énorme, en fait. C'est surtout un signal pour nous que quand on parle de la lecture autrement, les jeunes écoutent, en fait. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est l'un des seuls projets culturels jeunesse au Québec qui à avoir atteint autant un niveau d'engagement. Donc, le chiffre, c'est pas juste des clics, c'est vraiment pour nous une preuve concrète que notre approche, ça résonne, puis elle rejoint aussi les jeunes là où est-ce qu'ils sont, puis on les mobilise vraiment pour vrai. Oui, puis en fait, vous créez un lien de passage. C'est ça qui est précieux, vraiment, puis c'est vrai. Vous proposez aussi une section dans le site qui s'appelle l'espace mentor. C'est pour qui et qu'est-ce qu'on y retrouve? Oui, ça, c'est vraiment l'espace mentor. C'est vraiment notre façon de pouvoir soutenir tous les adultes qui veulent faire une différence surtout dans le rapport des jeunes à la lecture. Donc, que ce soit un enseignant, un bibliothécaire, un intervenant jeunesse ou même les parents. C'est plus de 50 outils pédagogiques qui sont simples, mais aussi accessibles et concrets. Donc, par là, on va passer avec des plans d'activité, des fiches pour animer, une discussion autour d'un livre, une suggestion de lecture qui est adaptée évidemment au profil de quiz. Faut savoir aussi que depuis le début, c'est vraiment des milliers de mentors qu'on a partout au Québec qui utilisent ces ressources-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que 99% d'entre eux constatent que ça a vraiment un impact positif sur leur pratique. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Puis, un mentor, pour nous, c'est vraiment la première personne qui va nous permettre aussi de rallumer l'étincelle chez un jeune. Donc, pour nous, à Ago on lit, on veut outiller nos alliés de première ligne pour qu'ils puissent créer des moments de lecture qui sont positifs, surtout sans pression, mais aussi laisser l'impact durable chez nos jeunes. Puis, on veut bâtir cette culture de lecture où les jeunes se sentent à leur place, puis où les adultes se sentent aussi outillés pour guider avec confiance. Oui. Objectivement parlant, là, est-ce que vous diriez que votre mouvement est essentiel et pourquoi?
Je crois que oui, en fait. On parle souvent là, de crise d'éducation, du décrochage, des inégalités, mais on a peu de solutions concrètes qui sont mises de l'avant. Puis pour nous, à Go on lit, ça n'en est une. Donc, la lecture, c'est un levier puissant, très puissant en fait, puis on a des données aussi pour le prouver. Ça peut réduire le stress, ça améliore le sommeil, ça renforce la résilience mentale, puis évidemment, on parle évidemment de la réussite scolaire. Donc, le jeune qui va lire régulièrement a beaucoup plus de chances de persévérer, d'avoir accès à des études supérieures, de développer sa pensée critique, mais aussi de s'engager éventuellement dans sa communauté. Donc, en fait, là, quand on donne envie de lire à un jeune, on lui donne pas juste un livre, on lui donne aussi un outil pour mieux comprendre, puis mieux se comprendre aussi, puis comprendre les autres et tracer sa route. C'est très précieux. Il y a le site web, on l'a dit, ça c'est... On part de là. Donc, on va mettre le lien sur notre site aussi. Et où est-ce qu'on peut vous voir et vous entendre aussi? Tout commence à partir de notre site web où on retrouve le quiz, les suggestions de lecture, l'espace mentor, puis plein de ressources à explorer. Évidemment, on est aussi sur le terrain numérique. On est très actifs sur TikTok, Instagram, Facebook, là où les jeunes, évidemment, sont présents et où la lecture peut s'inviter dans leur quotidien sans trop d'efforts. On collabore avec les écoles, les maisons des jeunes, les bibliothèques, les instances régionales également, mais aussi avec des partenaires importants pour nous comme Allo Prof, Communication Jeunesse, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, puis il y en a plusieurs autres. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est que toute personne ou une organisation qui croit en la jeunesse se sente interpellée. À Go on lit, là, c'est un mouvement, mais ça appartient à tout le monde. Et plus qu'on est nombreux à le faire vivre, bien plus qu'il va prendre la force puis il va pouvoir s'ancrer. Et ce qu'on vise, c'est assez simple, c'est que la lecture pour les jeunes, ça devient un outil important dans la société, que l'éducation et la santé mentale. Donc, parce que lire, c'est un droit, oui, mais c'est surtout quelque chose qu'on doit protéger et surtout de transmettre ensemble. Exactement. Valérie, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. Et on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Qu'est-ce que c'est votre suggestion? Si je devais partager un vrai coup de cœur québécois, ça serait sans hésiter Rivière au cerf blanc, signé par Véronique Drouin, publié par Québec Amérique. Ouais. C'est un roman jeunesse, mais c'est pas seulement une lecture légère en fait. Donc, dès les premières pages, on est dans une ambiance qui est dense, un peu étrange, presque inquiétante. On suit une ado qui débarque dans une petite ville isolée, qui est fascinée par des œuvres d'art mystérieuses au fond de la forêt, mais très vite, on sent l'intrigue devient franchement troublante. Puis ce que j'adore dans le livre, c'est vraiment la manière de brouiller les repères on ne sait entre l'art et l'horreur, le réel, l'imaginaire et la curiosité puis la peur. Donc, c'est pas seulement un suspense, c'est une expérience qui se veut immersive, psychologique, presque sensorielle. On trouve les pages, on tourne les pages comme on avance dans une galerie étrange, puis on peut plus reculer. Donc, c'est un roman qui colle parfaitement au profil surnaturel et mémoite d'À Go on lit. Oui. Et ceux qui aiment la tension, quand ça monte, les frissons sont autant dans la tête que dans le corps. Donc, ce livre aussi, il faut dire, a déjà remporté le prix des libraires jeunesse en 2020. Et franchement, c'est bien mérité. Il accroche même les jeunes qui disent « Moi, la lecture, c'est pas trop pour moi ». Et aussi pour les ados qui ont déjà flirté avec Stephen King ou qui sont curieux du style de Patrick Sénécal. C'est une belle porte d'entrée vers la fiction sombre, accessible, mais jamais simpliste. D'ici. Donc, oui, exactement. Oui, exactement. Alors, tant mieux. C'est une excellente suggestion. En tout cas, moi, ça m'a donné le goût de le lire, définitivement. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, écoutez, je vous remercie pour l'espace de pouvoir avoir parlé de notre mouvement. Puis je veux terminer aussi avec un mot d'encouragement parce que lire, c'est pas seulement la réussite à l'école. Donc, c'est aussi un levier pour rêver, pour comprendre, pour choisir sa voie. Donc, avec Agol, on donne aux jeunes les moyens de se découvrir à travers des mots, à travers des histoires qui parlent, puis qui leur ressemblent, alors que vous soyez un ado, un parent, un professeur, un curieux, allez faire un tour sur agol.ca, faites le quiz, découvrez votre profil, puis surtout partagez-le. Et surtout, passez le mot.
parce que chaque jeune mérite de sentir que la lecture, ça a une place dans sa vie et que le mouvement, ben, il appartient à tous. Alors, on ne vous veut que du bien, vraiment. Merci Valérie Gagnon. Merci de proposer ce mouvement dédié à la lecture et au plaisir de lire chez les ados, les jeunes adultes aussi. Merci pour l'énergie, pour le dynamisme et la contagion. On souhaite que votre mouvement devienne viral. C'est ce qu'on veut. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Cyril, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça me donne de l'imagination dans mes bricolages. Tribune littéraire de grandes personnes. Tout au long de la saison, des gens du monde littéraire assurent tour à tour cette chronique et partagent avec nous un coup de cœur, un livre jeunesse ou un genre qui les a marqués. Aujourd'hui, c'est Alexandrine Foulon, présidente directrice générale chez Urtubise HMH, qui investit cette tribune littéraire. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Vous œuvrez, Alexandrine, au sein du groupe HMH depuis un peu plus de 22 ans. Depuis 2023, vous en êtes la présidente directrice générale. Vous occupez le poste de présidente de l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française, l'ADELF. Vous détenez un bac en littérature, une maîtrise en édition et un diplôme d'études supérieures en gestion d'entreprise. Votre mémoire à l'Université de Sherbrooke portait sur la place du livre québécois dans les journaux. Moi, je serais bien curieuse de savoir ce qu'on pourrait dire maintenant de la place qui est faite au livre pour la jeunesse dans les journaux. Un autre travail, une autre émission là-dessus. Et c'est un plaisir de vous confier cette tribune littéraire, Alexandrine. On vous écoute. Merci. Écoutez, partager un seul coup de cœur pour une maison qui existe depuis 1960 n'est pas une tâche facile. Il faut savoir que les éditions Urtubise ont été fondées en 1960 et que la maison publie des ouvrages de littérature jeunesse depuis 1981. OK. Inutile de vous dire qu'on en a côtoyé des auteurs et des illustrateurs. Plusieurs titres et auteurs ont marqué chacune des décennies. Je ne fais que passer à Michel Noël, Laurent Chabin, André-Paul Mignot, et plus récemment, Roselyne Brasset ou encore François Bérubé. Oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 2 romans complètement différents qui ont marqué les jeunes. Le premier parce qu'il a été beaucoup étudié dans les écoles et le deuxième à cause de son succès populaire. Mm-hmm. Et étonnamment, ce sont des titres qui ont été publiés pas nécessairement récemment. En 2003, Urtubise a publié La valise d'Anna de Karen Levine, une traduction du Canada anglais. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'après 20 ans, ce livre reste un incontournable dans les écoles, ce qui est très rare quand on voit la grande publication de littérature jeunesse aujourd'hui. Ben oui. La durée de vie d'un livre est considérablement plus courte. Oui. Depuis sa parution, ce roman s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires et encore aujourd'hui, on parle de ventes annuelles de 1200 exemplaires, Et ce qui est quand même beaucoup. Oui. Et pourquoi il y a eu un succès, ce livre-là? En fait, c'est que ça raconte l'histoire d'une femme, Fumiko, qui est directrice d'un centre de l'Holocauste et qui a reçu une valise qui provient d'un camp de concentration d'Auschwitz. Mm-hmm. Et sur la valise, il est écrit le nom de Anna Brady avec la date 16 mai 1931. Oh. Et à partir de cette valise-là, cette femme-là, Fumiko, va se poser plein de questions, à savoir qui est Anna, d'où elle vient, qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la valise d'Anna est basée sur une histoire vraie. Oui, oui. C'est un récit vraiment émouvant qui entremêle le passé, donc cette époque trouble, si on peut dire, avec le présent. C'est l'horreur aussi, c'est la tristesse, c'est la joie. Donc, toutes sortes d'émotions s'entrecroisent à travers ce livre-là. Mm-hmm. Et à travers son histoire, Anna, elle est rentrée dans la plupart des écoles du Québec et même à travers le Canada. C'est comme un roman... C'est un classique, en fait, on peut dire. C'est un classique aujourd'hui, à partir de 11 ans, et qui continue d'être là. D'accord. Le deuxième, Cœur de slush, Oui. Sarah Maud Beauchesne, qui a été publié en 2014, un succès qui s'est vendu à 60 000 exemplaires, qui a connu 4 éditions différentes, et il y a même eu une adaptation au cinéma en 2023. Mm-hmm. Pourquoi il y a eu un succès Cœur de slush? Sarah Maud Beauchesne, qui est connue aujourd'hui, ne l'était pas tant à l'époque, et elle a voulu raconter son premier amour d'été, quand on est adolescent, le passage adulte,
la première relation sexuelle, le moment où on veut être adulte, mais qu'on est encore des jeunes et on ne sait pas trop où se positionner. C'est drôle, c'est touchant, c'est vrai. Et les jeunes se sont identifiés à ce livre-là. Et évidemment, elle a écrit par la suite, donc c'est Lèche-Vitrine et Maxime. Ça a été un gros succès, autant auprès des adolescentes surtout, et des parents aussi. Et au fil des ans, le secteur jeunesse Urtubise s'est concentré sur des romans destinés majoritairement pour les 9 ans et plus. Un succès qui passe, oui, par la prescription scolaire, mais beaucoup par le bouche-à-oreille. Puis quand on parle de bouche-à-oreille, il y a la cour d'école, il y a les librairies et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Oui. C'est très, très, très important. Oui, bien alors merci. On va retrouver les 2 liens sur notre site, Alexandrine. Merci, Alexandrine Foulon, d'avoir accepté notre invitation. Au grand, grand plaisir. C'était un plaisir. Merci. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et activités mentionnés. Dimanche prochain, le 15 juin, à Marie raconte, pour souligner la fin de la saison et le mois national de l'histoire autochtone, je lis l'album On y va, How Egwa, de Julie Flette, des éditions La Pastèque. Chaque jour, un petit garçon regarde des enfants passer en planche à roulettes et rêve de les rejoindre. Un jour, sa mère lui apporte une surprise, sa vieille planche, juste pour lui. How Egwa. On y va. Ensemble, ils pratiquent sur le trottoir, un peu partout. Mais quand vient le moment de pratiquer au parc, les planchistes dévalent les pentes comme une cascade. Pourra-t-il trouver la confiance pour les rejoindre? On en écoute un extrait. Le garçon s'est accroupi au sol, sous la fenêtre, face à sa mère, agenouillée elle aussi, en vêtements gris, qui lui fait face. Un sac en tissu jaune est ouvert à côté d'elle. Dans ses mains, elle tient un gros objet noir qu'elle présente au garçon. Une planche à roulettes de son enfance. Samedi 14 juin et tout au long de l'été à 10h, la librairie Le Port de Tête, ce sera l'heure du conte du samedi matin au 222 rue Mont-Royal à Montréal. Les autres dates prévues tout au long de l'été, 28 juin, 12 et 26 juillet, 9 et 21 août. Cette dernière dans le cadre de la foire commerciale de la rue Mont-Royal. Tout au long de l'été 2025, 59 camps de jour proposent le projet littéraire Lit de camp, LIT, dédié aux jeunes de 4 à 12 ans dans plusieurs régions du Québec. Sur notre site, vous trouverez 2 liens pour plus d'informations, incluant la liste et une carte des camps où inscrire les jeunes. Des félicitations maintenant à Léane Laprise, d'abord du Centre de service scolaire Jonquière, de l'école Tandem-Rosaire, dans la classe de Catherine Roussel. Léane est la grande lectrice 2025 du défi de lecture à voix haute de Lis avec moi, qui a eu lieu le 25 mai dernier. À l'occasion du 14e Festival BD de Montréal, les 26e prix BDLIS présentés en collaboration avec la SODEC et célébrant les BD les plus marquantes publiées et diffusées au Québec en 2024 ont été décernés. Le prix BDLIS Jeunesse Québec a été décerné à Jocelyn Boisvert et à Enzo pour la Bibliothèque enchantée tome 1, le livre aspirateur, chez Michel Quintin. Et le prix BDLIS Jeunesse a été attribué à Marion Achard et à Tony Galmès pour Quand la nuit tombe, Lisou, édité chez Delcourt. Les prix de la Forêt de la lecture ont été également décernés. Il s'agit d'une initiative de l'Association des bibliothèques de l'Ontario et ce sont des jeunes lecteurs et lectrices qui votent. Le lauréat du prix Peuplier est Hugo, écrit et illustré par Catherine Brown-Grenier, publié chez Fonfon. Mention d'honneur du prix Peuplier au livre Si j'avais su, écrit et illustré par Geneviève Després, publié au 400 coups. Et Dernière heure, la déconfiture du lièvre, écrit par Robert Soulière et illustré par Sans Cravate, édité chez Fonfon.
Le lauréat du prix Mélaise est le Cumulus Machinus de Ugo Monticone, illustré par Orbi et publié à la courte échelle. Mention d'honneur du prix Mélaise au livre Ntangu de Malika Tyrolienne, illustré par Chiara Thompson, et Blanche comme un drap de Chloé Varin, illustré par Rémi Allen, tous les deux chez Fonfon. Le lauréat du prix Tamarack est L'homme aux araignées, écrit par Jocelyn Boisvert et publié à la courte échelle. Mention d'honneur du prix Tamarack au livre Le manoir Hillcrest de Sandra Dussault et illustré par Martin Côté de la courte échelle. Et Lily Jade, tome 1, Pro des animaux de Audrey Archambault, illustré par Simone Duchesne, publié aux éditions de La Bagnole. La liste préliminaire des prix littéraires des enseignants de français est maintenant dévoilée. L'Association québécoise des professeurs de français, la QPF, a présélectionné 8 titres par catégorie pour un total de 32 titres à découvrir. 3 finalistes par catégorie seront annoncés à la fin de l'été. Les lauréats seront annoncés lors du congrès de la QPF en novembre prochain et vous trouverez le lien vers la liste complète des titres sur notre site. En terminant, soulignons quelques sorties de livres. Rien du tout de Marie-Hélène Jarry et Amélie Dubois, paru aux éditions de Lisatis. Chez deux propositions. Vent de mémoire d'Yves Nadon et Nathalie Novy et d'Indime de Nathalie Poirier et Geneviève Després. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs, l'autrice jeunesse Valérie Fontaine, Mathilde Routy pour sa chronique, Valérie Gagnon, DG de l'organisme Ago On Lit, Alexandrine Foulon pour la tribune littéraire de grandes personnes, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes. On se retrouve dans 2 semaines pour la dernière de la saison.